Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi 7 septembre de l'an 2019 pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZ Télévision, baptisée Info Hebdo. Au menu du décryptage de ce jour, nous avons le remaniement ministériel effectué par le président Patrice Talon le jeudi soir dernier, le mercato politique qui reprend avec des démissions et radiations au sein des formations politiques avec la transhumance politique au sein de la mouvance présidentielle. Le dialogue politique national sera au débat ce jour et pour en débattre en toute responsabilité, je reçois pour vous, chers amis internautes, Distel Amoussou. Il sera face à Constantin Amoussou. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Constantin Amoussou. Il est chroniqueur politique, acteur politique, membre de l'Union sociale libérale. Constantin, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes face à Distel Amoussou, analyste politique, consultant médias communication, PDG de l'agence de documentation de liaison et de services spéciaux ADLSS. Bonjour. Bonjour Constantin, bonjour cher frère, bonjour amis internautes. Alors Distel Amoussou, je commence d'ailleurs par vous. Le président Patrice Talon a revu son équipe gouvernementale jeudi soir dernier. D'entrée de jeu, quelle appréciation vous faites des différentes tractations qui ont été effectuées? Non, tractation. Entrée, sortie, scission. Il faut dire que le président Patrice Talon ne fait pas de cet exercice de remaniement ministériel sa tasse de thé, son sport quotidien. C'est un homme qui s'est fait confiance aux siens, à son équipe, à ses collaborateurs. Et les contingences politiques l'y ont obligé cette fois. Mais il est resté collé à ses principes. Et vous avez pu observer avec moi, et tout le peuple béninois avec moi, que le socle est resté. Le socle du gouvernement est resté. Le noyau, je dirais, la racine de ce gouvernement est restée. Et face, n'est-ce pas, à la nouvelle donne politique dans notre pays, il fallait donc travailler désormais avec les nouvelles formations politiques et qui ont manifesté donc le désir d'accompagner le programme d'action du gouvernement. Donc il faudrait aller sur le terrain de la gestion inclusive. Donc, vous avez dû remarquer l'entrée de certaines personnalités émanant donc de ces formations politiques. Vous pouvez citer quelques-unes à titre illustratif? Au niveau du BR, par exemple, je veux dire bloc républicain, je perçois l'entrée du nouveau ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Jean-Michel Abimbola. Au niveau des infrastructures, je vois le retour de Hervé Roumain. Je perçois toujours au niveau du bloc républicain Alain Ronla. À la communication. Le porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Poste qui est le secteur aujourd'hui qui est en train de flancher. Donc, pour ne citer que je ne suis pas acteur politique, donc je ne connais pas vraiment les acteurs politiques. Je vais revenir tout à l'heure par rapport au profil des différentes personnes choisies. Mais d'entrée de jeu, Constantin Amoussou, comme l'a fait tout à l'heure Distel Amoussou, quelle lecture faites-vous de ce remaniement ministériel effectué par le président Patrice Talon? J'ai souri lorsque mon ami Distel Amoussou parlait de nouvelles donnes politiques, parce que je me suis demandé de quoi il voulait parler. Mais enfin, j'ai pu découvrir que la nouvelle donne politique, c'est le fait que désormais, la classe politique au Bénin soit réduite au bloc républicain et à l'Union progressiste.
pour dire vrai, vous le savez autant que moi que le remaniement qui s'est tenu hier était un non-événement, du moins d'un point de vue politique, un absolu non-événement. Et si l'on voulait dire plus, peut-être devrait-on ajouter que c'est une manœuvre de diversion pour occuper les esprits à des sujets moins importants que ce qui devrait les intéresser en ce moment. Et pour dire vrai, s'il y a peut-être une seule chose à tirer comme leçon de cet exercice de remaniement ministériel à travers les personnes qui entrent et les personnes qui sortent, c'est surtout ce qu'il fait d'exceptionnel, à savoir l'apologie de l'immoralité. L'apologie de l'immoralité. Et cette apologie de l'immoralité est illustrée par l'entrée de personnes dont les noms, dont le parcours, par les sinuosités qui les marquent, dans toute la lumière du type de personnalité instable, mentalement, psychologiquement, socialement, qu'elles sont. Quand je dis j'illustre, je ne suis pas dans un jeu d'injure, je suis dans un jeu de description. J'aurais peut-être, oui, parce que l'instabilité, c'est une façon d'être. Lorsqu'une personne, il y a à peine un an et demi, disait du président de la Cour constitutionnelle qu'elle n'était pas qualifiée à être à ce poste pour avoir été ministre dans un temps récent, pour être là à casser les décisions que la Cour qui l'avait précédée avait installées, avait prises. Qui ajoutait que cette personne était disqualifiée pour être à ses fonctions et montrer à quel point le gouvernement se moquait de la population, à être elle-même, à devenir désormais celui qui portera la parole de ce gouvernement, au sein desquels ces personnes sont les figures de proue. Vous comprenez très bien que ce que l'on célèbre, ce n'est pas la capacité des hommes à refléter aux citoyens que nous sommes, du moins l'idéal moral. Qu'auriez-vous souhaité, Constantin Amoussou, ce qui est essentiel, oui. Ce qu'auriez-vous souhaité? S'il y avait un texte, moi je vous ai dit, non, il n'y a rien à souhaiter. Ce qui était essentiel. Puisque vous avez parlé de diversion. Oui, je vous ai dit que ce gouvernement ce remaniement était un non-événement politique. Et j'ai ajouté que s'il était nécessaire malgré cela, et c'est malgré cela, et donc malgré moi que je fais cette analyse, c'est de faire le constat de la célébration de l'immoralité. Parce que, encore, pouvait-on faire un remaniement sans être obligé d'amener quelqu'un comme Abimbola qui, dans l'entre-deux tours d'une élection, renie le choix qu'il aura opéré lui-même alors que le candidat qu'il a soutenu était présent au second tour. Et ça, on voudrait que ça enseigne quoi aux jeunes qui entrent en politique? Que la politique, c'est un jeu de retournement de veste, selon l'intérêt que c'est la quête constante de l'humidité, que la politique, c'est comme un jeu de bonobo où du jour au lendemain, on pourrait faire l'amour pour se réconcilier en dépit de tout ce que l'on aurait eu. Non, je reviens, Constantin. Je reviens. Distel Amoussou, avant d'aller un peu sur le profil des uns des autres, vous avez suivi l'argumentaire de Constantin Amoussou, son réquisitoire, Distel Amoussou. Tout de suite, votre commentaire avant d'évoluer. Vous savez que Constantin, c'est mon frère et je ne découvre rien. Constantin n'est pas dans du nouveau. Constantin, il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il vit. Oui. Et malheureusement pour lui, c'est pas à lui de définir les critères de désignation pour aller au gouvernement. Alors, le chef de l'État, à qui notre Constitution a donné plein pouvoir, n'est-ce pas, d'appeler des Béninois au gouvernement, elle seule, à même de faire cet exercice. Définir ses critères, définir les profils. Alors, moi, je crois que le plus important pour les Béninois et pour ce pays, c'est que tous les fils de ce pays puissent mettre la main à la pâte lorsqu'ils répondent aux critères définis par celui qui a le pouvoir de désigner. Celui dont il parle en filigrane dans ses propos est un émérite, une personnalité émérite du monde de la communication, parce que c'est un très bon communicant. Il a fait ses preuves aux côtés
par le passé, justement, du leader, celui qui est devenu aujourd'hui le leader de Constantin Amoussou. Constantin Amoussou lui-même n'est pas exempt de la critique qu'il fait et de son réquisitoire. C'est ici que, tout comme moi, j'avais été aux côtés de Kérékou, j'avais été aux côtés de Boni Yayi. Tous les Béninois ont vu Constantin Amoussou aux côtés d'un certain Pascal Irénée Koupaki, avec toute sa verve, sa science, sa détermination et son engagement. Si aujourd'hui, mon frère Constantin Amoussou se trouve dans, je ne dirais pas l'obligation, mais dans les dispositions de pouvoir, dire autre chose que ce qu'il avait vomi hier, moi je crois que, comme le disent les grands philosophes, le monde est évolution, il est transformation, il est dynamique, n'est-ce pas? Je laisse à Constantin Amoussou ses propos, son langage, que je ne voudrais pas qualifier, mais ce que je retiens, c'est que le président Patrice Talon s'est donné une équipe, capable, n'est-ce pas, de refléter ses ambitions et de porter les idéaux de sa politique. Il a choisi des Béninois, sur qui je ne suis pas outillé pour jeter des opprobres. Je ne suis pas un saint. Et c'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui disait entre 1990 et 91, plus précisément 1991, lorsqu'il devrait former son gouvernement en tant que Premier ministre, lorsqu'il choisit un nom, il y a toujours eu des gens pour lui dire, mais telle personne avait fait ci, avait dit ci, à telle époque, à un moment donné, député dit, mais écoutez, on va quand même pas trancher la tête à tous les Béninois et travailler avec le cadavre. Donc pour vous, l'équipe a été bien choisie. Alors, Constantin Amoussou, quelle aurait été votre espérance au cas d'un remaniement ministériel? Non, je vous ai dit que c'est un non-événement et je redis de façon tout à fait absolue que c'est un non-événement. Pourquoi insistez-vous sur le fait que c'est un non-événement? Est-ce que le chef de l'État, président de la République, ne peut pas effectuer un remaniement ministériel en cas de besoin? Oui, sur la scène publique, les acteurs que nous sommes, que je suis, apprécions la pertinence des actions politiques au regard des solutions que cela pourrait proposer ou apporter aux demandes politiques sociales en instance. Tout à fait. Aujourd'hui, la principale demande sociale dans notre pays, c'est la reconstitution de notre modèle politique mis en souffrance par une série de manœuvres préméditées et construites dans la perspective de démanteler la démocratie et d'installer un système tyrannique unipolaire, avec le chef de l'État et autour de lui. Est-ce que les mots choisis ne sont pas un peu trop forts? Les mots que je choisis sont toujours en relation avec des réalités que je définis. Vous assimilez le régime actuel à un régime dictatorial, à en croire la caricature que vous êtes en train de faire. Et je vous donnerai les éléments à l'appui de cela. Lorsque vous voulez reconnaître les dictatures, la première caractéristique, c'est leur refus de tolérance vis-à-vis des critiques. Et ce refus de tolérance vis-à-vis de la critique se matérialise par trois formes. Premièrement, par la contrainte à l'exil de ceux qui représentent une menace, par leur présence ou par leur discours. Deuxièmement, par les emprisonnements politiques. Est-ce que je suis amené à parler? Oui, allez-y. Je ne suis pas autorisé. Non, du tout pas. Allez-y. Mais je ne voudrais pas être je suis en train de tout de suite signaler à l'islam que nous sommes entrés dans le second sujet, celui du dialogue politique national. Ah, ça y est? Oui, allez-y. On n'a pas fini le premier sujet. Non, puisque vous avez dit que vous n'avez pas d'éléments d'appréciation par rapport, je dirais, à la qualité de cette J'ai jamais dit ça. Ok, donc je vous reviens alors, dit Amoussou. J'ai jamais dit ça. Allez-y.
J'ai cru entendre autre chose. Je disais donc que, globalement, les éléments qui permettent de savoir si un gouvernement, si un pouvoir a des tendances dictatoriales, c'est de remarquer son intolérance vis-à-vis de la critique. Et cela se matérialise d'abord par là. Alors, Constantin, ça fait la deuxième fois que vous me coupez, donc vous ne me laissez pas. Non, je vais vous laisser. Les spectateurs ne me suivront pas. Tout à fait. Ils vont vous suivre dans cette seconde phase où on parlera de plus en plus de la transhumance politique au niveau de la mouvance présidentielle et également du dialogue politique national avec la posture de l'opposition. Si je dois comprendre que vous êtes en train de m'interrompre, non, je vous interromps pas. Mais alors, si vous n'avez pas été convaincu lorsque j'ai parlé de régime dictatorial, vous pourrez penser que vous n'êtes pas seul, qu'il se trouve des milliers, peut-être des dizaines de milliers de nos compatriotes derrière leur écran, à ne pas comprendre pourquoi je parle de cela. Si cela se trouve, j'aurais été bien obligé, comme vous l'avez souhaité au départ, d'aller au bout de l'idée et montrer qu'il y a donc les contraintes à l'exil, il y a l'emprisonnement de plusieurs dizaines de citoyens de l'opposition. Moi-même, j'ai dû partir incognito à un moment donné de ce pays. Ça fait 4 mois, je suis revenu il y a à peu près une semaine seulement au pays, après avoir échappé à un enlèvement. Et le nombre de jeunes gens de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans que l'on a emprisonnés, qui se trouvent là sans procès depuis 4 mois, vous le savez. Troisième lieu, il y a l'assassinat politique. Et vous avez bien vu comment le 1er, le 2 mai, nous parlons de remaniement ministériel. S'il vous plaît, j'ai parlé, vous m'avez relancé parce que j'ai évoqué l'aspect dictatorial. Mais si vous pensez que maintenant vous êtes convaincu que nous sommes dans un régime dictatorial, non, je ne suis pas convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, alors vous me laissez aller au bout de mes idées parce que peut-être vous aurez besoin en plus de cela d'avoir les éléments. Alors quand vous avez vu, mon cher ami, je vais vous poser une question. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Vous aurez le temps de le développer davantage au niveau de la seconde phase. Mais je vais pouvoir conclure. Mais avant le remaniement, puisque nous avons fini avec la question de remaniement. Vous avez dit que c'est un non-événement. Je ne considère pas que j'ai du temps à perdre sur un non-événement. Ok, d'accord. Donc, je vous reviens sur le dialogue politique national. Non, puisqu'une chose qui est essentielle. Puisque vous semblez ne pas être convaincu. Non, je suis convaincu. Vous êtes convaincu que c'est Je suis convaincu. Non, vous êtes en train de me poser des questions. Si vous n'êtes pas convaincu, on va faire beaucoup plus sérieux. Mais ce que je veux dire est essentiel à savoir, parce qu'il y a une chose très importante. Constantin, on se comprend. Oui, tout à fait. On se comprend. Vous laissez Distel finir avec ce panel lié au remaniement ministériel. Et là, on revient sur le dialogue politique national. J'ai le sentiment, M. Kader, que vous avez peur de quelque chose. Non, peur de quoi? J'ai bien envie de savoir de quoi. Mais ça, alors si vous n'avez peur de rien, non, il n'y a pas de peur. C'est tout juste une chronologie. C'est juste une question de bienséance. Pourquoi vous ne voulez pas que je rappelle que les 1er et 2 mai, l'armée a tiré sur les citoyens. Arrivé au niveau, tout à fait, arrivé au niveau du dialogue national. Qu'est-ce qui enrhume ce dialogue national? Pourquoi les partis politiques de l'opposition vous couvrez par votre prise de parole mon temps d'intervention. Non, je ne couvre pas. C'est une question aussi permettez, Constantin, s'il vous plaît, je vous permets. Permettez juste qu'on finisse. Mon cher Kader, oui, je reviendrai à cela, mais il y a des choses importantes qu'il faut dire une bonne fois pour toutes. Tout à fait, vous avez Moi, je veux juste pouvoir être d'accord avec vous, bien sûr. Vous aurez le temps de vous exprimer. Mais je veux pouvoir juste être d'accord avec vous avant d'aller plus loin. Que lorsqu'un pouvoir a ordonné à l'armée d'ouvrir le feu... On va y revenir. Vous avez peur de ça. Au cas du dialogue national. Compris. On va y revenir lors du dialogue national. Distel Amoussou, finissez très rapidement ce que vous avez à dire en ce qui concerne l'analyse du profil de ces nouveaux ministres du gouvernement du président Patrice Talon. Non, en disant tout à l'heure qu'il était de besoin de faire plus sérieux sur ce plateau, vous sembliez dire que mon frère Constantin Amoussou n'était pas sérieux. Il est très sérieux. C'est juste qu'il a envie d'extérioriser son état d'âme. À la seule différence que le sujet... Non, pas enfin une réponse du berger à la bergère. Non, je ne réponds pas. Okay. Parce que mon frère est très sérieux et je ne voudrais pas supporter que vous lui parliez de cette façon-là sur ce plateau. Non, Constantin a été débusqué sur le sujet du remaniement ministériel et de son premier postulat. Et comme c'est un très bon communicant, un très bon débatteur, il a esquivé donc d'office et d'emblée parce qu'il s'est retrouvé au cœur de la peinture, de la caricature qu'il faisait. Donc il a voulu attaquer l'espace que vous appelez le dialogue social. J'espère que j'ai l'occasion de reparler de ça. Merci.
il a voulu attaquer donc le dialogue social et il vous mène par le nez à travers tout son réquisitoire, toutes ces récriminations. Alors, le profil des nouveaux ministres, Distella Moussou. Alors, je vous disais tantôt, donc pour vous rectifier, que moi, je ne suis pas outillé pour jeter de l'opprobre sur les personnalités qui sont appelées au gouvernement et que je laissais ce rôle à Constantin. Pour moi, la Constitution de notre pays a donné plein pouvoir au chef de l'État d'appeler des Béninois, comme on lui semble, au moment voulu. C'est lui qui détient le timing. Des Béninois à ses côtés pour l'accompagner, n'est-ce pas, dans la mission républicaine qui lui est confiée. Et je vous ai dit à l'entame de cette émission que le président Patrice Talon ne fait même pas de cet exercice sa tasse de thé ou son sport quotidien. Et que les contingences politiques actuelles, les nouvelles donnes politiques actuelles, lui ont pratiquement obligé, et que vous avez dû remarquer que la racine, n'est-ce pas, le socle donc, de son équipe du départ est resté. Et que l'ouverture s'était effectuée par rapport à la nouvelle donne politique de notre pays. L'entrée au gouvernement de Jean-Michel Abimbola, Alain Roula, Hervé Romain, son retour. Oui, c'est des personnalités de qualité qui ont fait leur preuve. C'est des personnalités qui ont le profil à leur poste, n'est-ce pas? Et je crois que avec ce gouvernement, les artistes, le monde culturel, soit dit en passant, la culture, ce n'est pas de l'événementiel. Donc les artistes, les culturels auront désormais une personne pour écouter leurs préoccupations, soit dit en passant, le socle du PAG ou l'un des principaux piliers du programme d'action du gouvernement, c'est la culture. Alors, en dehors de la culture, nous avons Eleonore Yahi, ministre de l'Enseignement supérieur. Le président de la République fait bien de doter désormais ou de ramener un titulaire après M. Nkoué, de ramener un titulaire à ce département-là qui va révéler davantage, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Alors, Eleonore Yahi à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons également Alain Roula, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Nous avons également Sadia Assouma, ministre du Commerce, et Hervé Romain, ministre des Infrastructures et des Transports. L'avant-dernier nom que vous avez cité, je ne connais pas très bien le personnage. Sadia Assouma. Je ne connais pas très bien la dame, donc je... Eleonore Yahi. Si, je dis à part celle-là que vous avez citée, je connais tous les autres. Je les ai vus, n'est-ce pas, agir, je les ai déjà vus à d'autres postes de responsabilité. Et je ne voudrais pas douter de leur probité. Je n'ai pas les éléments pour douter de leur engagement. Je manque, n'est-ce pas, d'éléments d'appréciation pour juger de leur trahison, comme j'en ai entendu parler. Je voudrais simplement les appeler à répondre, n'est-ce pas, positivement à l'appel de la République. Merci. Et que la promesse, n'est-ce pas, les fruits portent la promesse des fleurs. Voilà, j'en aurais fait. Merci à vous, Distella Moussou. Je crois qu'on finit avec le décryptage lié au remaniement ministériel. Je me penche vers vous, Constantin Moussou. Avant de tomber de plein vif dans le dialogue politique et national, il y a un constat qui a été fait depuis la semaine dernière à cette semaine, des démissions et des radiations en cascade au niveau de l'Union démocratique congolais nouveau de Claudine Affaire-Prudentiaux. On constate qu'il y a des démissions parfois du Parti Union progressiste pour le bloc républicain et vice-versa. Comment analysez-vous cette situation? Est-ce que le mercato politique a-t-il repris? Est-ce que ce sont déjà les communales de 2020 qui se préparent déjà? Merci bien. Avant de répondre à cette question, vous comprenez que je dois faire une petite mise à point. Un réajustement. Oui, voilà.
j'ai trouvé nécessaire de n'avoir à répondre qu'à la question que vous m'aviez posée. Et M. Distel Amoussou s'est permis de penser que j'ai voulu esquiver les attaques qu'il avait faites à mon endroit. Il avait notamment pu penser que le rôle dans lequel se trouvaient ses amis, M. Abimbola et par ailleurs M. Alain Ouroula, n'était pas bien différent de mon statut pour avoir été par le passé un militant chevronné de ce que nous appelions alors la nouvelle conscience et d'en être aujourd'hui à me trouver en opposition par rapport au régime actuel. Il y a deux choses que je vais relever. La première, lorsque l'on veut apprécier la stabilité ou l'instabilité d'un personnage public, j'entends qu'on l'apprécie par rapport à la dynamique qu'il suit. Est-ce que sur les principes, est-ce que sur les valeurs qu'il porte, il a changé? Ou est-ce que ce sont les personnes avec lesquelles il ne se trouve plus qui ont tourné le dos aux principes? Et là-dessus, de façon constante, lorsque vous interrogez, y compris les personnes qui sont de la nouvelle conscience restées aujourd'hui avec le gouvernement, elles savent vous dire, écoutez, nous on est là parce que ce n'est pas Koupaki qui est au pouvoir et donc il ne peut pas imprimer la nouvelle conscience aujourd'hui. Il faut donc faire avec celui qui est là. Il y a donc lieu de savoir et de relever que si une personne, si des gens avaient à se reprocher l'instabilité par rapport aux points constants que nous avions défendus, par rapport aux valeurs pour lesquelles, au lieu d'aller vers un candidat ou un parti politique ou un autre, nous avions décidé d'aller quelque part où on prônait une idéologie, où on prônait un principe, un ensemble de valeurs, c'était bien parce que nous avions cru et pensé que la politique pouvait et devait se faire de façon tout à fait autre. Ce qui scandalise ceux qui ont été de la nouvelle conscience, qui l'ont pensé, qui l'ont voulu et qui aujourd'hui n'en reviennent pas, c'est d'avoir considéré que nous allions porter ce discours et qu'aujourd'hui notre principal, disons, leader à l'époque, en soit s'accommoder de ce qui se fait de façon aussi indécente. En cela, on n'a pas à comparer, à assimiler ma situation à celle de personnes qui sont constamment à la quête de l'humidité et qui, pour cette raison, tantôt vont d'une paroisse à l'autre, marqués par une seule chose, le lieu où ils se trouvent à manger et à boire à l'instant précis. Il n'y a donc pas de raison, il n'y a donc pas de possibilité de faire et de marquer une comparaison, de faire une similitude, d'établir une similitude entre leur comportement et le mien. Et là-dessus, j'espère avoir fini de faire la mise à point. Merci. Ensuite, sur la question que vous m'avez posée, Merci. Les mouvements à l'intérieur des partis politiques. Vous avez parlé de mouvements, de mouvements migratoires, de l'UDBN vers, si on comprend bien, j'ai pu suivre. Il y a eu des radiations, il y a eu des démissions au niveau de l'UDBN. Attendons. Voilà. Oui, on a parlé de radiation. En fait, ce qu'on appelle radiation n'était que les conséquences de ce que la présidente du parti a reproché aux militants et qu'elle a pu appeler leur connivence avec un parti autre qui ne se trouve être que le bloc républicain, d'une part. Deuxièmement, les militants même font le reproche à leur présidente d'avoir fait énormément de mouvements entre 2016 et maintenant, de sorte que, disent-ils, ils ne comprennent pas exactement quelle est sa position. La vérité sur cela, comme sur les autres mouvements qu'il y a aujourd'hui au sein de la classe qui se met autour du chef de l'État, c'est le combat autour du contrôle du sol humide. Et dans cela, il faut bien observer. Vous savez, le pouvoir, le chef de l'État aujourd'hui se trouve un peu dans la posture avec ses partis politiques satellites et soutiens, comme un mari polygame, disons, qui a précisément deux épouses. Les deux épouses, c'est l'Union progressiste et le bloc républicain. Mais qui a quelques maîtresses. Et l'UDBN est exactement dans la posture d'un parti maîtresse, d'un parti concubin, disons du ménage présidentiel. Et ce qui se présente actuellement, c'est juste qu'en regardant le rapport, les avantages, la possibilité d'accéder au sol humide, là où se trouve à boire et à manger, les militants, on peut penser qu'il était préférable de se retrouver logés dans
dans l'enseigne, dans le cercle, dans le giron des épouses légitimes, plutôt que d'être avec la concubine, d'être avec la maîtresse, qui par moments fait des mouvements de mou, et dont on ne sait pas si elle se maintiendra de façon durable dans le ménage, parce que par le coup de vent, elle peut être remplacée par d'autres concubines dans le jeu du ménage. Et donc à cela, il n'y a pas d'intérêt en réalité pour le citoyen à regarder cela. Le vrai problème en réalité, au-delà de tout, c'est la question de la définition de l'identité des formations politiques et parfois de leurs leaders. Il faut s'interroger. Aujourd'hui, quand les citoyens regardent, quand ils regardent la façon de se mouvoir de l'Union, bon, l'UDBN, parce que ça a changé de nom, je ne sais plus comment on définit Union démocratique.Bénin Nouveau. Bon, Union démocratique.Bénin Nouveau, désormais c'était Union pour le développement d'un Bénin Nouveau. Et donc lorsque vous regardez le fonctionnement de ce parti, vous vous demandez, mais finalement, quelle est son identité et quelle est la position réelle de son leader, de sa présidente. Il se revendique de la mouvance présidentielle. Voilà, elle se revendique de la mouvance présidentielle. Et si elle se revendique de la mouvance présidentielle, et si le chef de l'État dit « moi je veux 2 partis politiques », c'est plutôt les militants qui ont raison de dire « si on ne veut que 2 partis politiques, venons nous fondre ». Mais ce qui est en réalité remarquable au-delà de ça, c'est que tout en se réclamant de la mouvance présidentielle, Mme Claudine Prudencio sait avoir les yeux sur les intérêts particuliers qu'elle défend. Qu'avez-vous à répondre à cela? J'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation et j'ai suivi la presse depuis la crise au sein de ce parti politique, l'UDBN. Je ne connais pas la définition actuelle. Je vous ai suivi sur ce plateau également. Oui. Je vous ai suivi également sur ce plateau. Et à chaque fois, que ce soit au niveau de la presse, et que ce soit au niveau de ce plateau aujourd'hui, j'ai constamment relevé que vous parliez de l'UDBN de Claudine Prudencio. C'est là le danger. Pourquoi il y a danger? Oui, c'est là le danger parce que j'ai toujours relevé et enseigné sur ce plateau que parti politique, c'est un regroupement de personnes qui portent les mêmes idéaux. C'est un format, c'est une idéologie, c'est une structuration, c'est une organisation. Le DBN n'est plus un parti politique, à votre avis? Et le renouvellement de la classe politique ou du système partisan auquel nous appelle le président Patrice Talon, c'est de nous amener à nous séparer définitivement des partis boutiques, des partis propriétés de personnes. Aujourd'hui, c'est heureux de constater qu'en voulant parler du bloc républicain, on ne puisse pas dire le bloc républicain de un tel. C'est heureux de constater qu'aujourd'hui, en voulant parler de l'Union progressiste, on ne puisse parler de l'Union progressiste d'un tel autre. C'est déjà le premier pas vers le succès. N'est-ce pas? Mais il est constant d'observer qu'aujourd'hui, pour parler de l'UDBN, on ne s'échappe pas, on n'évite pas de dire UDBN de Claudine Prudencio. Et lorsque vous prenez tous les journaux qui ont titré à charge ou à décharge sur la difficulté que connaît aujourd'hui ce parti, il y a une seule photo qui vous accueille, celle de Claudine Afiavi Prudencio. Vous déplorez le fait que le logo ne soit pas mis en avance? Je ne déplore pas, mais je constate que la pratique ancienne qu'on essaye, que nous essayons d'échanger, reste ancrée dans les pratiques, dans les mœurs de ce parti politique. Le parti reste et demeure la propriété de Claudine Afiavi-Sogolo. Et Prudencio. Prudencio. Alors ça, je voudrais relever ça et dire que c'est un frein à l'évolution à l'élan. J'ai vu ce parti faire des acrobaties, non, pas des acrobaties, accueillir, n'est-ce pas, d'autres cadres, d'autres militants, d'autres personnes, entre autres à la personne de l'ancien député RB, PSD, puis RB, Claire,
D'abord. N'est-ce pas? Et puis, quelques jours après, j'ai encore appris que ce monsieur est reparti. Alors, c'est dire que il faudrait procéder à une refonte totale de ce parti et arracher définitivement ce parti de l'identité, de la propriété, de la possession de Claudine Afiavi-Prudentiaux. Si ce parti veut avoir une existence respectable. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même des cadres, d'éminents cadres au sein de ce parti-là. Moi, je ne peux pas être membre d'un parti politique pour être affilié ou affilié à une personne. Non. De quoi nous parlons? Est-ce que nous voulons parler de l'UDBN, parti politique, ou nous voulons parler de l'UDBN, boutique politique de Claudine Afiavi-Prudentiaux? Moi, je voudrais qu'on fasse, n'est-ce pas, cette clarification avant que je ne puisse évoluer dans le débat. Qu'il y ait des licenciements, ou comment vous appelez ça? Des radiations, des démissions. Moi, c'est du même au même pour moi. Et il faut dépoussiérer cette affaire-là. Il faut dépoussiérer cette affaire. Je reste avec vous, Distella Moussou. Mais au sujet des démissions également au niveau des Républicains pour les progressistes et vice-versa, quelle analyse vous en faites? Alors, je crois que le Béninois militant, n'est-ce pas, a besoin d'encore d'un peu de temps. Un peu de temps pour faire le distinguo entre le militantisme et le positionnement stratégique par intérêt. Est-ce que vous me comprenez? Tout à fait. Même au sein aujourd'hui du bloc républicain ou du parti progressiste, l'Union progressiste, j'observe et je regarde beaucoup de positionnements stratégiques par intérêt. Et là, ces intérêts ne sont pas les intérêts du Bénin, du peuple, mais c'est des intérêts personnels. Et pendant quelques mois encore, ou quelques années, nous allons observer qu'il y aura des mouvements de positionnement stratégique. Oui, ça fera partie des déchets de fabrication, n'est-ce pas? Mais lorsque nous allons finir définitivement d'asseoir le principe ou les principes clairs liés au fonctionnement de vrais partis politiques, vous allez voir que c'est juste après 18 ans que les Béninois désormais, je ne sais pas en quelle classe ils vont se retrouver, en terminale ou à l'université, vont commencer par s'identifier par rapport à des idéaux portés par tel courant ou tel autre courant. Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça que nous allons combattre ce que stigmatisait à l'entame de cette émission mon frère Constantin Amoussou, en parlant de personnalités appelées au gouvernement, en parlant de versalité de nos cadres et de nos élites. Oui, lorsque vous avez fini et que vous avez atteint le rang magistral au niveau de votre corps, et que, en tout et pour tout, votre salaire est plafonné à 600 000, et que vous avez des charges, vous vous êtes créé des maîtresses, des bureaux, vous voulez avoir 2 véhicules, vous avez une bâtisse dont l'entretien vous pèse. Lorsque vous êtes mis dans tout ça, les 600 000, vous le découvrez que 2 semaines après, ne sont plus là. Il fallait aller chercher de quoi survivre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nos élites entrent en politique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nos élites se battent pour devenir députés, pour devenir ministres, pour devenir directeurs de cabinet. Non. Plus personne ne fait rien dans ce pays, on dirait, par conviction. Alors sur ce terrain-là, moi je dis, nous avons du parcours à faire. Mais le militantisme reste pour moi un passage obligé. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que nous allons formater les cadres de demain. Le militantisme reste un passage obligé pour Distella Moussou, Constantin Moussou. Est-ce qu'il est de même
pour que toutes les formations politiques puissent prospérer de manière efficiente et efficace? Je n'ai pas bien saisi la question, mais je veux bien comprendre que vous voulez parler de la place du militantisme dans l'épanouissement politique, Voilà, je ne sais pas tout si, à fait, la place du militantisme. le système partisan, le militantisme, Tout c'est à fait. tout. Je crois qu'en filigrane à cela, il y a la question des mouvements migratoires au sein des partis politiques, tel que vous l'aviez adressé à M. Distel Amoussou, oui, je l'ai adressé tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut observer, c'est de voir comment, globalement, les partis politiques se construisent. Parce que Distel, tout à l'heure, a souligné qu'on ne peut plus dire parti bloc républicain de tel, Union progressive de tel. Et ici, on le dit, c'est bloc républicain, Union progressive de talon. C'est connu, c'est de l'autorité publique. Est-ce que c'est des talons ou c'est soutiennent les actions? Non, c'est de talons. Je vous ai posé une question. C'est des talons ou soutiennent les actions? C'est de talons. Si vous dites soutenir, c'est comme si ces partis existaient et ont décidé à un moment donné de soutenir. Ce sont des fabrications, on le sait. Nous pouvons faire la langue de bois, c'est convenu. Chacun sait pouvoir faire la langue de bois. Mais je considère que si nous sommes sur ce plateau et que des Béninois nous suivent, nous avons l'obligation de ne pas leur donner le sentiment que nous tenons leur esprit dans notre main et que nous pouvons le manipuler. Parce que l'esprit de l'être humain résiste plus qu'une matière malléable, ordinaire, à la manipulation. Alors, un cerveau, ce n'est pas un objet dans lequel on peut remplacer la matière, pas de la merde. Il faut donc pouvoir considérer que les gens nous suivent, voilà, et qu'ils nous comprennent. Oui. Et donc, de façon essentielle, sur cette question, oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt particulier dans l'idée que les gens quittent le bord républicain pour Union progressiste. C'est comme on dit, il a quitté chez son père, il est allé chez sa mère. Il se trouve qu'il est toujours sous le ménage. Et donc, il n'y a pas de problème. Tout au plus, quand on dit qu'il quitte peut-être chez la maîtresse pour venir s'installer dans la maison partenaire, on peut considérer qu'il y a une évolution. Et donc, là-dessus, moi, je veux bien considérer que oui, il n'y a pas les intérêts de notre État, de notre population. Et là-dessus, d'accord, je le suis avec M. Distel Amoussou. Ça n'est pas au nom des intérêts de notre population que ces mouvements se font. Pour citer le cas précis qui se déroule dans la commune d'Abomey-Calavi, qui est aussi ma commune, on a vu un acteur quitter l'Union progressiste pour entrer dans le bloc républicain. Il s'observe que c'est à peu près apparemment déjà le jeu pour les élections communales qui se jouent. C'est une question que vous posiez, puisqu'il se trouve que cet acteur qui est de l'Union progressiste partage le même territoire, le même arrondissement, dont le lieu de positionnement politique qu'un autre leader influent dans la zone qui est actuellement le chef d'arrondissement et qui est progressiste comme lui. Pour constater donc ses chances d'être stratégiquement positionné, il va dans le parti qui n'a pas quelqu'un d'influent dans son vivier natal, et il est sûr d'être tête de liste. Donc, ce n'est pas plus important que ça. Et vous comprenez que ça n'est pas un sujet d'intérêt vraiment national. Mais est-ce qu'à l'avenir, les partis politiques ne pourraient pas trouver un mécanisme à travers lequel ils pourraient peut-être contraindre ces militants quittant telle formation politique pour l'autre, d'éviter cette attitude opportuniste? Oui. La question de fond qui se dégage, c'est la motivation au nom de laquelle les gens vont dans les partis politiques. Vous savez, j'ai eu l'occasion quelquefois d'insister sur ce qu'il faut concevoir, ce qu'il faut entendre quand on entend militant. Parce que le terme militant vient du latin milites, qui signifie quoi? Qui signifie soldat, le soldat. Et donc le militant, à l'image du soldat, est une personne qui est chargée de défendre une cause et qui est appelé à porter la même discipline que le soldat est appelé à avoir au front au nom de la cause qu'il porte. Et donc, si cette incubation des valeurs du parti se faisait, si les hommes et les femmes qui rentrent dans les partis politiques intégraient cela, s'ils savaient qu'ils étaient les soldats de la cause du parti, ils comprendraient qu'au-delà de leurs intérêts personnels de positionnement, il y a l'enjeu du parti lui-même qui doit interpeller et qui doit en dernier ressort guider les différents mouvements migratoires. En conséquence de cela, on verrait sans doute des gens mieux travailler en s'interrogeant sur l'intérêt du parti et peut-être au-delà de ça. Non. Et bien même au-delà de l'intérêt du parti, l'intérêt de la nation,
que des gens qui s'interrogent sur les simples intérêts de leur mouvement personnel. Alors, Constantin Amoussou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons ce sujet qui vous intéresse tant, le dialogue politique national. Je vais démarrer par Distel Amoussou. Le dialogue politique national paraît enrhumé parce que pour que ces assises puissent se tenir, il faut une nécessité pour que certaines formations politiques qui n'ont pas pu participer et qui n'ont pas une existence légale puissent se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Nous avons constaté depuis quelques jours, voire quelques mois, que des formations politiques et que Force pour l'émergence Union sociale libérale et bien d'autres ont décidé de ne pas se conformer aux exigences du ministère de l'Intérieur qui pourraient légitimer leur existence sur le plan légal. Je crois que vous ne confondez pas dialogue politique à un forum, Non, du tout pas. À une réunion. Non, c'est pas une conférence nationale bis. Si vous me rassurez, c'est que je vais vous dire que le dialogue politique est permanent. Il est permanent et il se poursuit. Mais face à ce état de choses... Le dialogue politique se retrouve en son sein le dialogue social. Et aujourd'hui, c'est fort heureux de constater que le gouvernement du président Patrice Talon a déjà pris langue avec les acteurs sociaux pour que la rentrée prochaine, la rentrée scolaire, académique prochaine, soit une rentrée apaisée et que nous ayons une année scolaire académique apaisée comme celle de l'année dernière. En ce qui concerne et dire politique, que le gouvernement du président Patrice Talon est en permanence en dialogue avec tous les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels. Alors de quoi est-ce que vous voulez parler précisément? Je parle du plan politique. Il y a des partis politiques qui ont refusé de se conformer aux exigences du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas leur droit? Est-ce que ce n'est pas leur légitimité? Est-ce qu'ils ne sont pas libres de se conformer ou de ne pas se conformer à une loi? La Constitution du Bénin ne leur fait pas obligation de se conformer. Ils sont libres. Mais est-ce que Distel Amoussou, une question, oui. Est-ce que ça ne vous paraît pas hic, par exemple, que des partis politiques comme FCE, par exemple, n'existent pas légalement? Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, 15 ans, ces partis existaient. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de l'UBR aujourd'hui? Parce que c'était sous le président Kérékou, il y avait un grand regroupement qui s'appelait quoi, UBR, non? UBF. Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça aujourd'hui? Non, écoutez, des regroupements d'intérêt personnel, circonstanciel, on ne va pas s'attabler sur ça. Il faut qu'on évolue définitivement dans ce pays. Il faut plutôt qu'on axe désormais nos réflexions sur les questions de développement. Mais les questions furtiles de FCBE, de USL, machin et tout, écoutez, avançons. La ménagère a besoin d'avoir de la consistance dans son panier, n'est-ce pas? Les enfants ont besoin de cadres pour étudier, on a besoin d'enseignants, on a besoin de centres de santé dignes de son nom, on a besoin de cadres bien formés, on a besoin désormais, et ça c'est la nouvelle vision, n'est-ce pas, du président Patrice Talon, désormais nous sommes obligés, ou nous sommes sur la voie de créer une adéquation entre la formation et nos besoins. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec la Chine, au sorti de l'article 7, nous avons pu bénéficier du soutien du premier japonais pour nous accompagner désormais par rapport au cadre de formation de nos enfants, formation professionnelle et l'éducation. C'est de ces choses-là qu'il faut parler. Mais dire que 2 tondus se sont retrouvés et ne se sont pas retrouvés dans... C'est quoi mon problème? Moi, je ne suis pas acteur politique. Moi, je suis... Mais vous êtes analyste politique. Mais oui, mais attendez. Constantin Amoussou. Charmy, je voudrais pouvoir rectifier un langage que vous avez utilisé. Je voudrais bien pouvoir penser que vous l'avez fait, disons, par erreur. Les partis politiques que vous indexiez n'ont pas refusé de se conformer à la charte des partis politiques. Refusé de satisfaire à des exigences du ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut le relever. Vous voyez, c'est des détails, s'il quoi. S'il vous plaît, non, ce n'est pas des détails. C'est des détails. Lorsque vous voyez comment
fonctionnent Nous avons besoin de potable. Regardez la prouesse du pouvoir aujourd'hui du gouvernement à nous donner de l'énergie. Regardez Maria Gleta 2. C'est une fierté pour tous les Béninois. Alors, Constantin Moussou, regardez l'asphaltage de nos rues. C'est une fierté pour les Béninois. Je voudrais que vous puissiez le dire que son temps de parole. Je ne vous invite pas dans une logique de ce qu'il faut commenter pourquoi tel parti politique juge nécessaire ou opportun de satisfaire à telle ou telle recommandation ou exigence du ministère de l'Intérieur, mais nous sommes à quelques mois des élections communales. Est-ce que, en poursuivant dans cette position jusqu'au boutiste, est-ce qu'il ne se passera pas encore des élections communales sans ces dites formations politiques, ce réclamant de l'opposition? Déjà, dès qu'il y a une chose au départ, c'est ce que j'ai commencé à faire. Les partis politiques de l'opposition étaient déjà conformes à la charte, à la nouvelle charte des partis politiques. Ils avaient fait toutes les formalités dans ce sens. On a refusé de façon politique de ne pas leur délivrer ce qu'ils ont inventé après, qu'ils ont appelé, je ne sais plus de quel nom ils l'ont appelé, certificat de conformité. Et la preuve de la mauvaise foi du chef de l'État et des membres de son gouvernement, c'est qu'on a dit qu'il fallait aller à l'Assemblée pour que l'Assemblée vote une loi spécifique. Mais on n'a pas eu besoin d'aller à l'Assemblée maintenant pour que l'UDBN reçoive son certificat de conformité. Si ça a été possible après les élections, les contextes étaient les mêmes? Ah, donc c'est les contextes. Non, est-ce que ce sont les contextes qui font que les procédures changent ou pas? Si ça a été possible après les élections de délivrer le certificat de conformité aux partis politiques sans passer par une loi spécifique à l'Assemblée nationale, cela veut dire que c'était aussi possible avant les élections. C'est juste qu'on a voulu écarter les partis politiques pour avoir... Parce que le chef de l'État avait conscience de ce qu'il a fait. Il avait conscience du point auquel il avait détruit la société béninoise. Il avait conscience du point où il était attendu par les Béninois dans les urnes. Il avait conscience de tout le mal qu'il avait semé partout dans le pays. En conséquence de cela, votre avis? Il savait très bien que s'il osait affronter les urnes avec les autres partis politiques, il serait battu à plate couture. Et c'est cela. Aujourd'hui, Constantin Moussou, nous sommes presque à la fin. Oui. Aujourd'hui, quelle est la posture de ces formations politiques vous avez des élections communales? La posture de ces formations politiques ne peut pas être de dire, parce que nous voulons aller aux élections, on vous dit aller à gauche, vous allez à gauche, on vous dit aller à droite. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est constamment dans un jeu de pièges, qui pose des pièges, il dit, nous allons faire, allez vous conformer, mais avant cela, considérez enlever ceci, enlever celui-là, alors que ces personnes restaient garder la plénitude de leurs droits civiques. Alors lorsque les partis politiques décident de faire comme cela, parce qu'ils ont envie d'aller aux élections, ils donnent la possibilité à une situation illégale de se légaliser. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Nous ne menons pas un combat. Le combat que les partis politiques de l'opposition mènent va au-delà de la participation à une élection. Autrement, quelle peine ne serions-nous pas donner pour être aptes à aller aux élections législatives dernières avant qu'au dernier moment, on nous écarte. Et donc, même si les partis se conformaient et que nous ne gagnons pas le débat, nous ne gagnons pas le combat contre la dictature qui s'installe dans notre pays, il sera toujours loisible de les éliminer à nouveau, non plus au ministère de l'Intérieur, mais de les éliminer à la Sénat en prétextant d'une raison ou d'une autre. En conséquence de cela, le combat principal que nous entendons mener, que nous menons aujourd'hui, c'est le combat pour le rétablissement de la démocratie. C'est ça qui est essentiel et nous ne voulons pas perdre cela de vue. Deuxièmement, et c'est là-dessus que je voudrais finir, Distel Moussou parle d'eau, parle d'électricité, comme si c'est la première fois depuis 1960 que le Bénin avait un pouvoir qui a essayé de gérer une question en relation avec l'eau ou en relation avec l'électricité. Si ce n'eût été sous le gouvernement qu'il avait dirigé, le gouvernement qu'il avait accompagné les 10 années avant Patrice Talon, si ce n'eût été le fait d'un de ces députés talonistes, aujourd'hui Casta, il sait le nombre de puits qui étaient prévus et qui auraient été installés un peu partout dans le pays pour donner de l'eau à boire aux citoyens de notre pays. Et cependant, on sait que ces hommes sont protégés, sont les produits du pouvoir aujourd'hui. En conséquence de cela, il faut garder à l'esprit, et je voudrais finir là-dessus, garder à l'esprit que offrir de l'eau aux citoyens, offrir de l'électricité aux citoyens, renforcer le panier de la ménagère, cela n'est pas incompatible avec les exigences de démocratie. Et ce que nous voulons, ce que moi en particulier, mon parti, l'Union sociale libérale, appelle, c'est ce développement à visage humain dans une société où nous ayons de l'eau, de l'électricité, que le panier de la ménagère soit renforcé, tout cela sans que jamais l'idéal démocratique pour lequel nous avons que des citoyens du Bénin
se sont sacrifiés ne soient jamais mis à mal. Merci et si à vous vous, êtes démocratique, Constantin il vaut la Amoussou. peine que nous battions pour ça. On vous aura compris, Distel Amoussou, très rapidement pour clore. Oui, j'espère que vous allez trouver les acteurs politiques pour venir répondre à Constantin Amoussou, qui en est un, je n'en suis pas un, donc du coup, je ne suis pas dans le même jeu avec lui. Je voudrais dire mes félicitations à Esaïe, l'équipe de football de Esaïe FC, et appeler tous les Béninois à les soutenir pour le match à Ouagadougou le 28 prochain. Merci. Merci à vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, consultant médias communication, PDG de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSSS. Vous étiez face à Constantin Amoussou, chroniqueur politique, acteur politique et désormais membre de l'Union sociale libérale, d'un parti politique de l'opposition. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur le www.ezaitv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.